Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Minel. Salut Thibaut, comment ça va? Salut Johan, ça va très très bien. Écoute, en pleine forme, fin de première partie de saison, donc hâte aux vacances. À tes vacances. Ça commence un petit peu à tirer, ça enchaîne depuis la pré-saison, j'imagine. Ouais, ouais, depuis mi-juillet, on est au fourneau, donc ça se fait passer plutôt bien. Et là, c'était un petit peu plus compliqué là, les derniers mois, donc la pause va faire du bien à tout le monde, aux têtes et au corps. Ça va être cool. Ok, ça marche. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, parler un petit peu du parcours que tu as eu, sportif, universitaire, et puis après parler très brièvement de ce que tu fais actuellement du coup dans le monde du sport. Ouais, alors moi je suis Thibaut Minel, préparateur physique au sein du club du CRMHB, donc c'est Rennes Métropole Handball depuis maintenant 5 saisons. En gros, moi j'ai commencé le hand très petit. Je suis passé par toutes les cases du PPF avec le pôle, centre de formation que j'ai fait à Créteil. Ensuite, j'ai été pro à Célestat et j'ai arrêté ma carrière assez rapidement pour me refocaliser un petit peu sur les études parce que j'ai eu une bonne grosse blessure au dos qui m'a écarté pendant un moment où je me suis fait opérer. Et c'est un peu de là qu'est née la passion un peu du corps humain et aussi du sportif. Donc, prendre soin des gens, comprendre comment on fait les choses, pourquoi on les fait. Et en fait, ça arrivait assez tôt. Donc, moi, je faisais STAPS au départ un petit peu par défaut, avec l'envie de faire kiné, comme en sortant de lycée où on n'a pas trop de perspectives et on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Et en fait, le chemin de vie a amené rapidement et directement en fait sur la rencontre avec des prépas en centre de rééduc et des médecins qui étaient vraiment vraiment chouettes, plus des kinés qui m'ont remis sur pied. Et en fait, de là, je me suis dit, bon, je me laisse un an pour juste me prouver que je peux revenir au plus haut niveau. Donc, c'est pour ça que j'étais parti à Célestat. Et en fait, au bout de quelques mois à peine, j'avais déjà en tête ce que je voulais faire après. Ça s'est matérialisé en arrivant à Rennes, en commençant avec un BP activité de la forme. Donc, pour faire coach un peu fitness, etc. En fait, je voulais surtout être indépendant financièrement et en fait, en repartant sur ma licence que j'avais pas totalement finie, parce que comme le STAPS c'est bien fait, quand tu es blessé, sportif de haut niveau, on te met des zéros. Donc, du coup, j'ai pris un petit peu de retard et donc j'ai fait mon BP, j'ai terminé ma licence à Rennes et après, j'avais le choix entre faire un DU, aller en master ou intégrer le staff du pôle de Cesson-Sévigné handball. Donc, on m'a dit, bah, franchement, fonce, il n'y en a pas beaucoup des opportunités. J'ai commencé à bosser avec le pôle, avec Mirko Perizic. Et en fait, il y avait la formation qui s'est lancée, là, le C2P2 de l'INSEP, sur l'année Covid. Donc, en fait, j'ai commencé à faire ça. On a eu le Covid, donc ça a été un peu compliqué pour les certifs et tout ça, mais globalement, hyper enrichissant. Et en sortant de ça, bah, après, j'ai fait beaucoup d'auto-formation parce que, compliqué, de un avec le rythme, le Covid. Donc, j'ai dû faire un peu d'intérim parce que j'étais en auto-entrepreneur, donc c'était galère. Donc, j'ai fait de la livraison, j'ai fait d'autres trucs. Et en fait, après, je suis devenu coordinateur de BP sur une promo. Et dans le même temps, je faisais la prépa au pôle. Et en fait, de là est venue mon arrivée à Cesson, où Sébastien Leruche était venu me contacter en me disant, voilà, on serait intéressé pour travailler avec toi, etc. Donc, en fait, ça s'est fait vraiment de fil en aiguille, de par le fait qu'il y avait de la proximité entre le pôle et le club de Cesson qui s'entraînait à l'époque à La Valette. Donc, ça s'est fait comme ça. Et puis, de fil en aiguille, en fait, je suis resté en place à Cesson. Donc, après, beaucoup d'auto-formation, pas forcément des diplômes supplémentaires, des choses comme ça, mais beaucoup, beaucoup de lecture, d'écoute de podcasts, comme tu peux le faire, et aussi beaucoup de formations en ligne qui permettaient de, moi, gagner du temps, parce que quand tu es dans la découverte du truc, c'est un peu compliqué d'apprendre en même temps, tu apprends déjà, et voilà.
Ok. Le Parcours, parcours. ouais, c'est un parcours assez atypique. C'est pas toujours qu'on voit un sportif de haut niveau qui se reconvertit dans la prépa physique. On en a certains, bah, Olivier Morelli par exemple, qui maintenant a une belle carrière quand même derrière lui. Pourquoi tu es allé à Cesson? Est-ce que tu es originaire de là-bas ou comment ça s'est fait? Parce que tu me dis que tu étais à Célestat. Pourquoi Cesson? Moi de base, mes parents sont d'origine bretonne et en fait mon meilleur pote avait fait le centre de formation de Cesson, avait arrêté et était parti jouer au Cercle Colbert en National 1 et en fait je voulais retrouver un peu un truc et puis ça va, je pense qu'on abordera ce sujet-là notamment sur l'aspect mental, etc. Je voulais retrouver en fait du plaisir à jouer et je pense que je voulais simplement retrouver du kiff à jouer avec des copains. Le haut niveau, c'est pas que ça m'intéressait pas, c'est que je trouvais qu'il me manquait une dimension un peu spéciale et pourtant j'ai eu de la chance parce qu'à Célestat, il y avait une équipe avec qui on s'entendait très très bien malgré des résultats qui étaient catastrophiques. Et en gros, je voulais vraiment retourner proche de mes potes, proche de ma famille. Donc du coup, je suis arrivé à Rennes en ayant ce double projet de jouer encore un petit peu pour le plaisir, mais surtout de commencer à travailler pour l'après. Et voilà, faire un peu le deuil tranquillement, tu vois, de cette fin de carrière un peu prématurée, même si je l'avais décidé, tu vois. C'était surtout reprendre du plaisir avec des potes et commencer à préparer l'après, parce que quand tu es blessé, tu y penses beaucoup, surtout quand c'est des grosses périodes et des blessures qui sont un peu spéciales. Donc, ouais, c'était reprendre du plaisir, arriver à Rennes, rejouer avec des potes, notamment mon meilleur pote. Et, euh, et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, le Cercle Colbert m'a vachement aidé, tu vois, sur de la reconversion. Ils m'ont aidé à intégrer le BP, ils m'ont aidé à réintégrer la fac. Donc, non, c'était tout bénef pour moi, tu vois. Ok. Tu m'as dit que tu avais fait pas mal de formations. Est-ce que tu as eu des personnes ou des prépas, ou que ce soit français ou peut-être de d'autres nationalités, qui t'ont influencé, mais dans le bon sens du terme, tu vois, des bonnes influences? En bonne influence, moi, j'ai bien aimé beaucoup de formations que j'ai fait de Olivier Bollier, qui fait pas mal de formats vidéo aussi. Et j'aimais bien la façon qu'il avait de décrire les choses parce que c'était sa méthode de travail. C'était pas dire faut faire ci, il faut faire ça. Il exposait beaucoup ce que lui imaginait et pensait par rapport à son mode de fonctionnement et son système. Et je trouvais ça très intéressant. Après, il y en a eu pareil sur le C2P2 qui était très intéressant. Pareil sur Stéphane Morin. Moi, j'écoute beaucoup, j'aime beaucoup parce qu'il est très critique. Euh, J'aime bien en fait le côté questionner plutôt que dire faut faire ci, faut faire ça. Euh, c'est pas que j'aime pas avoir des directives, c'est plutôt je pense que si tu arrives à trouver du sens et mettre du sens à ce que tu fais, bah c'est beaucoup plus intéressant à pérenniser dans le temps, tu vois. Et notamment bah, Bollier, Morin. Après sur les lectures, c'est pas mal des lectures qui m'ont influencé aussi, tu vois, mais courant américain, j'ai trouvé qu'il y avait des mecs, en fait, ils présentaient ce qu'ils faisaient. Je ne saurais pas tous te les nommer, mais ce qui m'intéressait surtout, c'était vraiment le côté, OK, la philosophie de fond, c'est ça. Et moi, comment je peux me l'approprier, tu vois. Et c'est ça que j'aimais bien, même s'il y a des choses que moi, je ne réutilise pas, tu vois, mais au moins dans la réflexion de comment je dois travailler par rapport à mon milieu, je préférais des mecs qui avaient des discours plutôt en mode, bah voilà ce qui est faisable. Moi, comment je travaille par rapport à ce qu'est la théorie et ce côté pratico-pratique, tu vois, de d'écrire vraiment plutôt l'idée que la conclusion, à savoir, OK, bah, dans les faits, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi, j'aime bien comprendre le truc de fond. Et ouais, en français, bah, Stéphane Morin, Olivier Bollier. J'ai bien aimé aussi les interventions d'Olivier Morelli. Sébastien Rattel, enfin, moi, ça fait des années, bah, quand on était à la visio, je l'avais dit, tu vois, moi, ça fait des années que j'adore ce qu'il propose et ce qu'il peut dégager comme idée. Sébastien Maître aussi, j'aime bien pareil, sa philosophie, sa manière de voir les choses.
Donc, en français, je vais rester là-dessus. Et après, sur les Américains, des mecs qui sont dans les staffs NBA où j'aime bien regarder ce qu'ils font aussi, c'est intéressant. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, j'essaie d'aller regarder chez les Anglo-Saxons, un peu les Français, un petit peu ailleurs, tu vois, sur des échanges que j'ai pu avoir avec des Danois, etc. Franchement, c'est intéressant de voir différentes visions et comment ils réfléchissent pour essayer de se dire, OK, on va essayer d'améliorer ce domaine-là, ce domaine-là. Ok, très, très intéressant. Est-ce que à tes débuts, tu as fait des erreurs ou des choix où tu aurais... Alors, je dis erreur, mais ça pourrait être quelque chose où tu te dis, j'aurais fait différemment, mais qui t'ont appris. Tu te dis, voilà, j'ai vraiment appris un truc et ça m'a aiguillé positivement sur la suite de ton travail. Ouais. Euh, je vais pas dire que moi, je considère que c'est pas une erreur parce que ça te permet d'apprendre en gros si tu la refais pas deux fois, tu vois. Donc, avant, j'avais tendance à, tu sais, je venais d'arriver dans le monde pro, je connaissais pas, je m'étais occupé de 30 gamins au pôle avec plein de problématiques différentes, notamment sur les PVC qui étaient totalement différents et des profils complètement aléatoires. Là, j'arrivais sur des pros où j'avais pas le droit à l'erreur parce que bah, tu es le premier prépa physique, entre guillemets, vrai prépa physique qui est appelé au club et entre guillemets employé au club. Donc, je voulais cloisonner beaucoup de choses et je me laissais pas beaucoup de marge de manœuvre. Et j'avais tendance, si tu veux, à trop me baser sur non, théoriquement, il faut faire ça parce que ça rassure, tu vois, de rationaliser par des chiffres et des données, ça rassure, mais globalement, en fait, l'être humain, il fonctionne pas comme ça, tu vois. Et au début, ça m'a permis de créer mon cadre. Et au fur et à mesure, tu vois, j'ai commencé à repousser un petit peu les limites à droite, à gauche, en avant, en arrière. Et du coup, ça m'a ouvert un prisme beaucoup plus large. Et le premier truc, bah, c'est pas une erreur, tu vois, mais c'était de considérer qu'en gros, la fatigue, c'était quelque chose de pas bon, tu vois. Parce que tu voulais un état de performance, on t'apprend dans les cours, etc. Et c'est bien aussi de l'apprendre, mais on t'apprend dans les cours qu'en gros, tu as des états de forme, tu as des machins, etc. Que si tu calcules bien, en fait, pour moi, c'est de l'enfumage parce que c'est impossible de savoir tout ce qui se passe dans la vie d'un sportif et d'occulter une partie de ça, ça amène à des dérives en disant bah non, mais si on fait telle durée d'entraînement, telle intensité, etc., en fait, on se retrouve pas dans un cul-de-sac, mais en fait, il nous manque, c'est comme si on regardait qu'avec un seul œil, tu vois. Donc ça, c'était la première erreur. Et puis, tu vois, au fur et à mesure, j'ai peaufiné les choses, etc. Et la deuxième, c'était penser qu'en gros, l'argent peut t'aider à mieux travailler, tu vois. Je pars du principe que quand tu as peu d'argent, tu as plein d'idées. Et les idées, c'est pas forcément que à toi de les trouver. En fait, en échangeant avec les mecs, en échangeant sur les différentes cultures. C'est pour ça que c'est riche d'avoir des étrangers aussi dans ces équipes, parce que tu te rends compte qu'en gros, on ne fonctionne pas tous de la même manière. On n'a pas tous la même culture, on n'a pas tous la même approche de ce qu'est la prépa physique ou même sa préparation individuelle. Et de rester sous le prisme simplement français, nous, comment on fonctionne et comment on voit les choses, à vouloir être très rationalisant sur telle donnée, tel impact, etc. Je pense qu'on occulte des choses. Et tu vois, ça, je pense que je l'ai appris avec le temps et à lâcher prise un peu sur des choses que je ne maîtrise pas et qui ne sont pas maîtrisables, tu vois. Plutôt que de se bouffer la vie sur ah, mais lui, il s'est blessé, mais c'est parce qu'on a fait trop de trucs et tout. Non, en fait, gars, c'est trop complexe l'être humain, même aujourd'hui, c'est impossible. Tu vois, dans le hand, on est incapable de prédire ou de définir une performance rien que d'un match, tu vois. Et du coup, quand on part de ce postulat-là, ça veut dire que dans l'entraînement, on va faire des erreurs tous les jours. Je pense qu'il faut accepter le plus dur, c'est la troisième erreur, mais qui découle de la première et de la deuxième, c'est de penser que tout est maîtrisable, tu vois. Ça, Hmm. pour moi, c'est élémentaire. Si tu comprends qu'en gros, tout n'est pas maîtrisable, mais que toi, du moment que tu fais de ton mieux, c'est OK, bah après, la performance, elle est aussi un peu incertaine, tu vois. Ok, c'est hyper intéressant. Je vais te poser un peu deux questions en une. La première, c'est, tu as dit que tu étais passé du pôle espoir à l'équipe professionnelle, donc il y a quand même
il y a un gap. Certains, ils font pôle espoir, centre de formation, pro, et t'as un peu cette transition progressive. Toi, tu passes des petits aux plus grands, on va dire. Comment tu as appréhendé un petit peu cette transition? Comment ça s'est passé? Et question qui va un petit peu se coller à celle-ci. Est-ce que ton passé de handballeur professionnel t'a aidé sur certains aspects, peut-être en termes de crédibilité ou non? Et qu'est-ce que ça t'a apporté de positif, ton parcours de sportif de haut niveau par rapport à cette capacité du coup de venir après coacher des athlètes professionnels? Ouais, comme tu dis, la marche, elle était haute. Je vais, je vais commencer par ta dernière question. Je pense que oui, on pourra dire ce qu'on veut. Enfin, le monde de la prépa physique, c'est ce que je dis à chaque fois que je fais des petites interventions. C'est un monde très petit. Si tu regardes sur la D1, déjà, tu n'as que 16 postes. Tu vas rajouter la D2, tu en as 32, aller au max du max et encore. Donc, en gros, oui, forcément, tu vois, je pense que le fait qu'il y ait eu un. Et pourtant, tu vois, c'est un micro passé. Hein, j'ai rien fait de folichon en termes de handballistique. Mais je pense que le fait d'avoir eu ce micro passé a permis de couper des barrières entre, on va dire, quelqu'un de, pas de lambda, mais qui est hors sol, hors système initialement, versus moi qui avais fait le parcours, qui connaissait un peu la chanson. En plus, je connaissais des mecs parce que j'avais joué contre eux. Il y en a, c'était des potes à moi parce que j'avais joué avec eux. Donc, je pense que oui, c'est facilitant. Et c'est le premier truc qu'on nous a dit le premier jour à l'INSEP. C'est je me rappelle, c'était Jean-Marc Touzé qui m'avait regardé, il m'avait dit de toute façon en prépa physique, on te dit toujours qui tu connais avant de savoir qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu as comme diplôme et c'est quoi ton expérience, tu vois. Donc moi je connaissais Mirko de loin, c'est ça qui m'a permis de rentrer plus facilement. Après, je connaissais des mecs un peu de loin de Cesson, d'autres très proches. Donc oui, c'est facilitant. Après, je reste persuadé que si, entre guillemets, j'avais pas eu peut-être une vision ou une façon de faire qui était cohérente malgré mon passif, ça aurait peut-être pas marché non plus. Tu vois, j'aurais peut-être pas eu cet accès-là aussi rapide. Et il faut aller rajouter le contexte du club qui voulait, entre guillemets, découvrir la chose et pas prendre quelqu'un de peut-être beaucoup plus compétent, qui dit plus compétent, dit plus cher. Donc, tu vois, d'un l'un dans l'autre, en fait, ça m'a servi à moi comme ça a pu servir aussi au club. Et pour l'aspect appréhension, quand je suis arrivé, bah ouais, tu as la chape de plomb, c'est pas la même, tu vois. C'est ce que je parlais juste avant, l'erreur, c'était de dire tout est maîtrisable parce que tu as envie que tout soit parfait, etc. En fait, il n'y a rien qui est parfait, c'est impossible, tu vois. Et le plus gros travail, il a été préparatoire dans tout ce qui est programmation, planification, tu vois, essayer de faire passer ton message de prépa physique où tu sais pas que tu agis de manière unilatérale, mais tu es un peu tout seul au début quand tu es sur un pôle parce que bah voilà, c'est le responsable qui définit la direction. Toi, tu sais qu'en gros, tu as tes âges biologiques qui vont rentrer en jeu, mais après, voilà, on est sur du développement, donc on peut essayer de pousser des choses. Là, tu as un objectif de performance, donc j'avais jamais planifié sur un objectif de performance. Dans un contexte où je suis arrivé, bah, c'était un peu salade. C'est Bleury qui avait repris avec Christian Godin pendant 6 mois un peu tout seul. Il y a Yann Lemaire qui est arrivé, plein de nouveaux joueurs. Ouais, tu as un petit peu d'appréhension et tu te prépares en te disant, bah, de toute façon, je vais pousser au max du max, je vais en faire plus. Et au pire, bah, je n'aurai pas de regrets parce que voilà, j'ai bossé comme un bourrin et je vais essayer de m'interroger, me questionner. Et là, pour le premier truc que j'ai fait, c'était avec Romaric Guillot, Romain Briff et Sylvain Rocher à l'époque, me rapprocher d'eux pour essayer de capter ce que eux ils cherchent, ils veulent. Moi, j'ai ma vision de passer sportif de haut niveau, mais à l'époque où j'ai commencé, la prépa physique, c'était pas zinzin. Tu vois, c'était dans les années 2012-2014. C'était pas ouf ouf. Donc là, tu vois, il a fallu que je m'approprie un milieu, un contexte, des nouvelles relations. Et en plus de ça, il fallait que je sorte un peu de mes retranchements en mode, bon, bah, en fait, là, c'est pas la cour de récré avec les polices où tu peux tester des exos. Les mecs n'ont pas cette patience-là. Donc, il fallait que j'aille droit au but. Et donc, moi, je me suis servi des mecs pour choper de leur XP, savoir
ce que je pouvais en tirer, quelles étaient les choses qui se concordaient entre nous. Et voilà, après, j'avais ma vision du truc, eux, ils avaient la leur, on a essayé de communiquer et au final, ça s'est un petit peu étalonné au fur et à mesure, tu vois. Ok. Et en termes de gestion de groupe, parce que gérer des plus petits, ça peut être un peu plus simple, enfin et encore, mais quand on va gérer un groupe professionnel, des gars qui ont de l'expérience, qui ont notre âge, voire plus âgé, comment ça s'est passé sur cet aspect? Est-ce que il y a eu des difficultés? Est-ce que tu as mis des stratégies en place pour essayer de manager au mieux le groupe pendant les séances? Euh, oui, c'est totalement différent parce que tu es sur des gars qui ont déjà leurs croyances, contrairement à des jeunes où, en gros, et c'est ça qui est intéressant, tu peux les éduquer davantage sans avoir trop de freins. Parce qu'en règle générale, quand tu arrives entre 14 et 17 ans, bon, bah, tu découvres la vie, tu es dans une phase d'émancipation parce que tu n'es jamais à la maison. Donc, en gros, tu peux te faire tes propres idées, etc. Et tu t'influences automatiquement des gens que tu croises. Chez les adultes, c'est pareil, mais des fois, il faut faire pas sauter des verrous. Mais je te prends l'exemple le plus criant, c'est moi, je savais qu'il fallait avoir un travail de développement de force max et avoir des rappels régulièrement. Et en fait, tu te rends compte que par rapport à ce qui était fait avant, c'était un truc que la Force Max, c'était pas genre le grand méchant loup, mais c'était plutôt un volet qui faisait peur parce que ça impliquait de la fatigue. Donc, du coup, si ça impliquait de la fatigue, ça voulait dire que j'étais moins performant. Enfin, tout était un peu inversé. Et donc, du coup, moi, ce que je m'étais dit dans la gestion du groupe, c'est qu'il fallait que j'arrive à convaincre, entre guillemets, les mecs, les éléments un peu locomotifs, tu vois, les leaders du groupe. Si en fait ces mecs-là, ils sont OK avec ton discours, que toi, tu es carré dans ce que tu dis parce que tu sais qu'en gros, tu as bossé pour, eux, ils vont peut-être avoir des questions. Toi, il faut que tu sois armé pour pouvoir répondre et te dire, en gros, il n'y a pas la place à je ne sais pas. Même si on sait, des fois, il y a certaines choses qu'on ne sait pas. Ou des fois, c'est bien aussi de dire, bah, ça, je ne sais pas. Mais quand tu proposes quelque chose, je pense qu'il faut être intimement persuadé de ce que tu proposes, intimement persuadé que c'est la marche à suivre. Et dans ton discours, du coup, dans les échanges, tu vas avoir un truc de constructif. Parce que si tu es là sur je sais pas et qu'on te questionne qui creuse et que tu t'effondres, en fait, tu es mort dans le film. Alors qu'en exposant comment dire, des arguments loin d'être fallacieux, bah, tu te retrouves dans une situation pas facilitante, mais où tu éduques un petit peu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est éducateur avant tout. Tu éduques un petit peu et en même temps, tu fais sauter quelques verrous sur les croyances qu'on pouvait avoir, tu vois. Donc ça a été ouais, le truc important, notamment dans la gestion du groupe, savoir être bien carré dans ce que tu proposes, te dire que si on me pose des questions, je justifie s'il y a besoin sur certains mecs. Sur d'autres, tu sais que ça va suivre le mouvement. Et une fois que ça c'est fait, les mecs, ils ont pleinement confiance. Si tu t'intéresses à eux, ils ont confiance. Et donc, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est des trucs qui paraissent pour moi indiscutables et fondamentaux, tu vois. Fondamental, pardon. Ok, c'est hyper intéressant. Je vais faire la transition un petit peu à l'opposé. On va parler un peu de la jeune génération. Est-ce que pour introduire cette thématique, tu pourrais résumer un petit peu un constat qu'on peut faire de manière générale? Évidemment, on va pas mettre tous les jeunes dans le même panier, mais de manière générale, constat sur les performances physiques des jeunes joueurs. On peut parler de handballeur, mais je pense qu'on peut mettre de manière assez générale, même englober d'autres sports, et notamment sur les aspects de force, d'endurance. Euh, Pas forcément chiffré, je pense que c'est difficile de chiffrer, mais on va dire une tendance générale sur le constat des pertes physiques de la jeune génération. Bah, ce qu'on a pu échanger la dernière fois, notamment sur la visio au sujet de la prépa des jeunes sportifs, je pense qu'on est tous raccords et on s'en rend tous compte. On a des sportifs de moins en moins entraînés et juste préparés d'un point de vue moteur. On spécialise de plus en plus tôt, j'ai l'impression. Enfin, j'ai un peu le sentiment qu'en gros, on a des sportifs qui sont pas formés, que ce soit physiquement ou d'un point de vue moteur, et on demande à avoir des performances de plus en plus élevées.
Alors que globalement, je suis plutôt d'avis à dire qu'en gros, en réélevant le niveau de la masse, tu pourras ressortir des élites encore meilleures parce que on en aura toujours en France, on a un vivier formidable et ça, c'est cool. Mais j'ai du mal à accepter l'idée qu'on soit que des accompagnateurs et pas des formateurs. Et j'ai l'impression qu'on commence à tomber un peu là-dedans, à savoir que bah, on a des échanges des fois avec les éducateurs de l'asso qui gèrent les parties jeunes. Ouais, bah, je sais que c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire et c'était ce que j'avais pu dire à la visio quand j'avais pris la parole. C'était en fait, on se base sur un modèle qui n'existe plus, à savoir où les jeunes faisaient du sport à l'école, les jeunes sortaient dehors, faisaient des activités sportives différentes. Là, aujourd'hui, on a des jeunes qui sont de moins en moins sportifs, qui ont beaucoup plus de temps d'écran, qui ont beaucoup plus de temps assis. Quand je voyais les emplois du temps que les gamins ils avaient au lycée, enfin, ça me fascine autant que ça me débecte. Et pour avoir plein de potes qui sont profs de PS, on échange de temps en temps là-dessus. En fait, ils en viennent à faire même pas de l'EPS, ça devient autre chose quasiment quand tu échanges avec eux. Tu vois, c'est de la sociabilisation, c'est des choses comme ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'on fait des retours en arrière sur l'aspect société et que nous, en gros, en essayant de retirer et de développer des sportifs de haut niveau, en fait, on a un énorme décalage. Et c'est souvent ce qui arrive dans pas mal de domaines, quels qu'ils soient, hein, mais dans l'aspect sportif, je trouve que on veut du sport plus spectacle, on veut être plus médiatisé, mais le niveau de la masse est de plus en plus faible. Et donc, nous, du coup, bah, ce que je disais à la visio, bah, en fait, on se retrouve à faire du travail qui devrait être fait en pôle. En pôle, j'imagine qu'on se retrouve à faire du travail qu'on devait faire avant. Mais sauf que les tâches d'en dessous, en fait, on forme pas, on informe pas ou peu. Et c'est ce que j'expliquais, qui était peut-être un peu dur, mais pour moi, c'est des choix politiques, à savoir qu'en gros, si chacun, indépendamment les uns des autres, en fait, on met des choses en place dans nos structures, mais que ça rayonne pas autour, en fait, factuellement, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire que, OK, on va sauver quelques gamins, on va avoir un petit peu plus de niveau, mais en soi, sur le long terme, je ne pense pas que ce soit une solution viable. Et tu avais des sportifs qui avaient pris la parole vis-à-vis de ça en post JO et tout, mais on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'argent dans le sport. Le handball, en plus, en pâtit davantage. Et je trouve ça dommage qu'on ne se reconcentre pas un peu à la base du système, à savoir, en fait, apprendre à des gamins à courir. Enfin, moi, j'ai le souvenir, en plus, on est d'une époque, la génération 90 à 99, où on faisait des parcours de motricité, on allait jouer dehors, on faisait du foot, du basket, tu vois, on touchait à tout. Là, aujourd'hui, quand tu as des sportifs, tu vois, sur moi, ce qui est le plus révélateur, c'est quand tu fais des jeux d'échauffement qui sortent un peu de l'ordinaire, tu as l'impression que tu as des mecs qui n'ont jamais rien fait et qui ont fait que du handball. Et tu avais des études d'avant qui montraient que les mecs qui étaient les plus qui avaient le plus de longévité, tu vois, sur leur carrière NBA, c'était les mecs qui avaient fait bah, à la fois du football américain, à la fois du basket, à la fois, tu vois ce que je veux dire, ils touchaient à tout. Et nous, je pense qu'on voit le truc un peu à l'inverse, à savoir, on cherche à gratter les élites, les meilleurs, donc ceux qui ont des prédispositions, qui ont un cadre social et familial qui permet de s'épanouir et de se développer en tant que personne et sportif. Et on oublie une grosse partie du reste, quoi. Donc, moi, je suis un peu interrogé par rapport à ça parce que si on demande à nos sportifs d'aller de plus en plus vite, de plus en plus fort, mais qu'on n'a pas la base élémentaire, à savoir ce qu'on devrait développer à un certain âge, pour moi, on va droit dans le mur. Mais c'est qu'un avis. On pourra toujours avoir des trajectoires qui font que et des joueurs qui vont sortir et on se dira, ah bah, c'est bien, on a réussi à sortir lui, on a réussi. Moi, pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Tu vois, les pépites qu'on peut voir à certains âges. Pour moi, c'est pas des anomalies parce que il y a toujours, en gros, des très bons indicateurs à bas niveau. Mais je pense que dans l'aspect philosophie et politique générale, je pense, surtout, je parle pour le handball, les autres sports, c'est un peu différent, mais surtout pour le handball, je pense qu'il faut qu'on essaie de réfléchir à quelles choses sont à mettre en place
pour que tout le monde aille dans la même direction et qu'on fasse remonter un petit peu le niveau global, tu vois, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que le problème de fond, comme tu l'as décrit, c'est surtout chez les plus jeunes, mais que quand on rentre en pôle espoir, du coup, bon, on récupère des jeunes qui sont pas forcément qui ont, on va dire, un répertoire moteur qui est réduit, mais qu'on a quand même maintenant des préparateurs physiques, je pense, de mieux en mieux formés dans les pôles. Et ça a pas mal évolué, notamment avec des initiatives qui sont prises avec les fédés, comme par exemple les vidéos qu'il y avait eu avec la fédé de handball. Et que du coup, on peut quand même mieux travailler dans les pôles espoirs et donc potentiellement avoir des jeunes qui arrivent en CF, qui ont déjà une bonne base, je sais pas, qui savent maîtriser l'haltérophilie, par exemple, c'est un exemple. Et du coup, pour ceux qui vont avoir un parcours professionnel, on peut avoir de bonnes choses. Mais du coup, ça reste un nombre réduit de joueurs. Et ceux qui vont pas forcément percer, entre guillemets, voilà, ils auront appris un petit peu, mais pas beaucoup. Et tous les autres qui sont pas forcément, qui vont pas rentrer en pôle espoir, ils vont rester sur la même base commune de, bon, ok, j'ai qu'une fois de balle. Et tout ce qu'on peut faire à côté, les autres activités, les autres apprentissages, du coup, ça leur ferme la porte parce qu'ils rentrent pas en pôle espoir. Et du coup, on a ce problème de fond pour, du coup, quand même un grand nombre de jeunes sportifs. Ah oui, totalement. Tu vois, on en parlait avec le kiné l'autre jour. Euh, il y a, on a de plus en plus d'encadrants et de plus en plus d'encadrants performants, je pense, et qui connaissent vraiment les sujets, tu vois, sur les pôles espoirs, etc. C'est de mieux en mieux encadré. Mais c'est pas ça que je remets en cause. C'est vraiment le phénomène sociétal du principe même que les sportifs sont moins sportifs en arrivant en pôle. Et du coup, en fait, bah même Olivier en avait parlé, tu vois, c'était le côté, en fait, on prend du retard par rapport aux autres. Donc, si on cherche toujours à performer au plus haut, au plus fort et dans la durée, on peut pas que se concentrer sur la petite partie de l'iceberg qui est les élites, parce que automatiquement, en fait, ça va aller en dégressif. On parlait des Danois, moi, quand j'avais fait avec Kinexon une petite XP qu'on avait échangée. Quand les mecs ils te disent, ouais, bah nous, en gros, Kinexon, on utilise bah voilà, à partir de 14 ans sur certains gamins, etc. Donc les accéléros et tout. Je dis, ah, putain, c'est quand même carré parce que déjà à 14 ans et tout, et après, tu as tout le monde qui se pose la question, comme disait Olivier hein, l'autre jour. Après, on comprend pas pourquoi un mec comme Gitzel, il arrive à faire 90 duels, il est jamais crevé, il joue 60 minutes par match. Bah, en fait, je pense qu'on est en train de prendre du retard un petit peu sur ces pays-là qui se sont dit, bah, en fait, on va peut-être repartir un peu de la base pour aller chercher au plus haut. Maintenant, quand tu regardes les effectifs, bah, on prend le Danemark, c'est un exemple, hein, mais quand tu regardes l'effectif du Danemark, je pense que même s'ils lancent une équipe B, une équipe C, je pense qu'ils s'en sortent, tu vois. C'est vraiment le distinguo. Enfin, c'est pour ça que je parle toujours de ce qu'on veut au plus haut, en fait, doit avoir quelque chose qui découle sur l'entièreté et on est un peu bloqué, pas que par rapport à ce que la Fédé peut mettre en place, mais par rapport à vraiment un contexte sociétal je t'ai dit, comme je discutais avec les autres profs de PS, en fait, tu as de moins en moins d'heures allouées aux sportifs, aux jeunes en club, à l'école. Et du coup, bah, factuellement, si tes meilleurs, ils s'entraînent avec des moins bons, ils vont pas progresser, quoi. Donc, on prend forcément du retard sur l'après. Nous, c'est pas forcément du retard parce qu'il y a des choses qu'on va retravailler et qui sont mises en place dans les pôles sur le travail moteur et tout ça, mais je pense que c'est vraiment un énorme problème d'oublier cette partie-là et c'est pas la politique fédé, c'est la politique globale, d'oublier le sportif et le sport comme vecteur d'ascenseur social et tout ça, quoi. Hmm. Est-ce que tu penses qu'il y a des pistes d'amélioration d'un point de vue sociétal ou tu penses que ça va rester pareil, voire encore empirer avec je pense qu'il y a un des facteurs qui influencent négativement, c'est le temps d'écran qui augmente chez les jeunes. Est-ce que tu penses qu'il y a des pistes d'amélioration Bah, qui pourraient le, avoir un les, impact politique? t'as- je pense que si on regarde chez nos voisins, tu prends juste déjà les voisins les plus proches, les Allemands.
où il y a école le matin et sport, sport et activité l'après-midi, et quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit artistique, sportive ou quoi ou qu'est-ce. Bah, déjà, tu te dis, bon, je pense que les Allemands, ils sont pas plus bêtes que nous, alors qu'on fait plus d'heures de cours. Par contre, ils ont peut-être une population qui est un peu plus élaborée physiquement, on va dire, et qu'à voir leur championnat, parce que aujourd'hui, si on échange sur la Ligue des Champions et même la Coupe d'Europe, à chaque fois qu'on joue des Allemands, on voit qu'il y a un gap, tu vois. Et je pense que c'est un problème politique de fond, et de toute façon, c'est à notre échelle. Enfin, moi, c'est pas que j'ai abandonné, mais c'est que je sais qu'en gros, il faut faire du mieux qu'on puisse au quotidien avec le rayonnement qu'on peut avoir au quotidien. Mais tant qu'en gros la politique française ne changera pas là-dessus, on s'entête dans un mur. Donc, des solutions, je ne sais pas si j'en ai, à part dire bah, faire plus de sport. Mais c'est pareil, les contextes familiaux font qu'il y en a certains, ils peuvent se le permettre, d'autres pas. Et en prenant tout ça en considération, en fait, on rend compte que les seuls endroits où tu es obligé d'aller, c'est l'école. Bah, si à l'école, on rajoute un peu de sport, ça ferait pas de mal, quoi. Ça Mhm. redynamise un petit peu tout ça, quoi. Là, s'il y a des éducateurs, des entraîneurs, des prépas ou des personnes là, qui s'intéressent à ça et qui nous écoutent, quels conseils tu pourrais leur donner pour essayer d'impacter eux à leur échelle ce qu'ils peuvent faire pour aider les jeunes sportifs à améliorer leurs conditions physiques, ou améliorer leur répertoire moteur, etc. Ce qu'ils peuvent faire à leur échelle pour essayer de contrer un petit peu cet impact sociétal. Bah, j'ai pas la prétention d'être de bons conseils ou quoi, mais j'aurais tendance à dire chacun a son environnement, a a ses avantages, avec ses avantages et inconvénients. Comme je dis toujours, en fait, c'est faire de son mieux avec ce qu'on a, à savoir, bah, si je vois que mes sportifs, en fait, ils sont pas prêts physiquement, peut-être que de leur demander de faire du handball très spécifique à un certain âge, ça n'a pas trop de sens. Enfin, après, chacun fait à sa guise, mais si chacun a une vision long terme, à savoir, en fait, moi, ce que je peux apporter à mon sportif, ne serait-ce que savoir courir, savoir se déplacer avec son corps, pas forcément en faire un grand handballeur quand il est jeune, je pense que et ça doit être sûrement le leitmotiv de beaucoup de personnes, tu vois. Je parle sans connaître autre chose que l'écosystème au Cercle Paulbert et à Cesson, mais je pense qu'ils sont tous dans cette mouvance-là et qu'ils se heurtent à des portes. Et j'aurais tendance à dire, garder les choses simples, enfin, le fameux adage KISS, Keep it simple, stupid, tu vois. Faire des choses simples dans le bien-être et pour le bien-être, en gros, du sportif en tant que personne, mais sportif aussi, tu vois. Je pense que j'ai rien à apprendre à des éducateurs qui connaissent leur public 1000 fois mieux que moi et qui ont beaucoup plus de compétences, tu vois, pour gérer ça. Simplement, pas se prendre la tête sur des choses qu'on ne maîtrise pas, mais essayer de contrôler au maximum et faire du mieux qu'on puisse sur son domaine, quoi. Ok. Dernière petite question avant de passer à une autre problématique. Quand on est prépa physique ou éducateur, quand on est avec des jeunes sportifs, on les développe, on fait ce qu'on peut, mais ils vont pas devenir pro. Pour toi, qu'est-ce que la prépa doit laisser chez le sportif, de manière positive, évidemment. Bah, un des points, on va dire, un peu central, à mon sens, et comment je visualise les choses, c'est apprendre comment fonctionne son corps, tu vois. Ça t'apprend l'auto-évaluation, l'autorégulation, l'autonomie. Et à mon sens, c'est le principe des éducateurs sportifs, c'est rendre autonome, donc viser à rendre quelqu'un de plus intelligent dans sa pratique. Et bah, j'en avais eu plein, tu vois, des gars au pôle qui n'ont pas fini pro. Et aujourd'hui, tu vois, quand tu rediscutes avec eux, ils disent, oh, c'était marrant, machin, tu nous faisais des leçons de vie, des trucs, etc. Et oui, c'est cool parce que tu te rends compte que tu les aides pas forcément que sur l'aspect sportif. Parce que au-delà de ça, comme on disait en préambule, tu vois, pour moi, l'humain, c'est 1000 fois plus important parce que tu sais jamais
ce qui va se passer demain. Tu sais jamais comment va évoluer une personne dans sa carrière ou en dehors de la carrière pro. Et je pense que dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est que les personnes, elles se disent, bon, bah, lui, il m'a apporté ça. Moi, c'est comme ça que je visualise le truc. C'est, OK, putain, lui, il m'a appris à faire un épaulé, mais il m'a aussi fait comprendre qu'en gros, j'avais des limites, j'avais des choses sur lesquelles il fallait que j'apprenne à comprendre comment fonctionne mon corps, comment fonctionne ma tête. Moi, j'aime bien questionner sur ces trucs-là, tu vois. C'est des questions que je pose des fois à des mecs qui sont blessés. Ouais, à ton avis, tu vois, pourquoi t'en es arrivé là, tu vois? C'est important parce que c'est des questions que moi je me suis posées, mais quand j'étais au fond de la gamelle en dépression, bah, tu te dis, bon, si je peux filer un coup de pouce, parce que je sais très bien que si lui il est blessé, dans sa tête, ça va pas, tu vois. Donc, donner des outils, tu vois, et être une main tendue, tu vois, pour les jeunes sportifs qui comprennent qu'en gros, il faut parler, apprendre à exprimer ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Donc, ce côté vraiment autonomie, j'englobe vraiment tout ça, savoir qui je suis, savoir ce que je veux, pourquoi je fais ça. Et moi, j'aime bien poser des questions comme ça, tu vois, pour savoir un peu ce qu'il y a derrière Ah ouais, mais moi, j'aime bien aller m'entraîner, j'aime bien tout ça. Ok, ok, pourquoi tu le fais, tu vois? Pourquoi tu t'es blessé, à ton avis, tu vois? Juste capter ce truc-là et essayer d'aiguiller, sans dire que, tu vois, je suis prêcheur de bonne parole ou quoi que ce soit, mais vraiment essayer de laisser le sportif parler pour qu'il comprenne de lui-même la chose, tu vois. Et qu'après, il se pose des questions tout seul, mais avec un peu plus de recul et de hauteur que juste, bon, vas-y, je suis énervé et je cherche pas à comprendre pourquoi je suis énervé. Ah, je suis frustré, je comprends pas pourquoi je suis frustré, tu vois. Vraiment, ce côté éducatif-là, à mon sens, qui est primordial parce que tu le rencontres dans la vie de tous les jours, hein. Quand tu as un boss qui te fait des remarques ou des trucs qui se passent, etc., ou même des embrouilles avec des voisins ou j'en sais rien, ou caisse, c'est bien, tu vois, de savoir commenter et savoir comment tu réagis, comment tu gères tes émotions pour après, derrière, dealer avec ça et avancer un peu plus facilement dans la vie parce que le sport, enfin, ce que tout le monde dit, c'est l'école de la vie, tu vois. En fait, tu apprends à vitesse grand V avec des émotions qui sont surdéveloppées parce que bah, tu as le côté compète, tu as le côté copain, tu as le côté tout ça. Donc, apprendre à gérer tout ça, que ce soit l'aspect physique, mais aussi psychologique, affectif, tu vois, je trouve que c'est méga intéressant et c'est hyper riche parce que tout le monde est différent. Donc, ouais, c'est plutôt ça, éduquer sur tout ça, quoi. Ok, du coup, tu aurais un peu plus tendance à, dans le dialogue, formuler avec des questions pour que le joueur réfléchisse par lui-même, trouve ses propres réponses et du coup, logiquement, intègre mieux plutôt que si c'est juste toi qui donne une réponse qui n'est peut-être même pas la bonne par rapport à ce ressenti. Et comme ça développe sa réflexion. Ouais, bah oui, clairement, parce que moi, quand je vais voir un mec, j'ai ma perception de comment lui il est, tu vois. Je me dis, ah, aujourd'hui, je pense qu'il a une mauvaise tronche, mais je sais pas pourquoi. Du coup, tu lui demandes pourquoi ça va pas, tu vois. Tu essayes de comprendre, ok, bah, qu'est-ce qui se passe, machin. Ça se trouve, c'est le hand, ça se trouve, c'est la copine, ça se trouve, c'est la famille. On ne sait pas. Dans tous les cas, en gros, tu restes neutre et tu essaies de comprendre le truc. Tu es dans l'écoute active. Tu dis, OK, je comprends là où il veut en venir, etc. OK, bah, ah, tu te sens pas bien, tu es frustré parce que tu n'as pas de temps de jeu. OK, pourquoi tu es frustré? Parce que les trois quarts du temps, hein, c'est facile, on remet la faute sur l'autre. Ça, en plus, c'est très français, donc on se bagarre beaucoup avec ça. La frustration, ça peut être expliqué par plein de choses, hein, mais ah ouais, mais je suis frustré parce que voilà, j'ai eu que 5 minutes, là j'ai machin, j'ai que ci, j'ai que ça. Ok, ok, ok. Toi, est-ce que tu as mis tout en place, tu vois, pour que les choses elles aillent mieux, tu vois, pour qu'en gros on te fasse confiance, parce que la confiance, ça vient par le travail, tu vois. Et en fait, tu vois, tu creuses, et au fur et à mesure, en fait, c'est le mec qui va se rendre compte tout seul, tu vois, de ce qui, du pourquoi il est frustré, du pourquoi il est énervé, le pourquoi il est content, ça c'est pas compliqué. Mais tu vois, ça amène une sorte d'état un peu paisible où en fait, tu sais pourquoi tu es content, mais tu t'extasies pas non plus. Tu sais pourquoi tu es frustré, mais tu ne tombes pas dans un truc d'énervement excessif, etc. Tu vois, t'apprends à gérer un peu et à naviguer sur cet état d'équilibre entre je vais être content, des fois je vais pas être content, je vais être de bonne humeur, je vais être de mauvaise humeur, pour qu'en gros on arrive à un état un peu plus stable pour mieux répondre, tu vois, aux événements qui interviennent dans notre quotidien, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment super intéressant. On passe à une dernière thématique c'est une thématique moi qui m'intéresse, sur laquelle je me questionne.
c'est le juste milieu entre performer au plus haut niveau et rester en bonne santé. Je pense que dans la santé, on peut intégrer plusieurs paramètres, la santé mentale, la santé physique, notamment dans le sport, avec des blessures qui viennent, qui reviennent, l'aspect mental qui était un peu peut-être sous-estimé avant, mais je pense ça commence un peu à se développer avec la prépa mentale, etc. Selon toi, est-ce qu'on peut performer au plus haut niveau et rester en bonne santé? Question assez large, c'est Ouais. volontaire. Alors, rester en bonne santé, si on parle. Parce que je suis vraiment de la même philosophie que. Et au final, c'est Stéphane Morin qui m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus, sur le fait que un équilibre et un athlète, en fait, c'est ces quatre capacités cognitives, motrices, affectives et spirituelles. Et je pense que c'est réussir à trouver cet état d'équilibre pour être pour que quelqu'un soit en bonne santé. Parce que nous, on l'apprenait en BP, objectif bien-être physique et mental. Ok, d'accord, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on n'a pas trop les définitions, on est un peu perdu au départ. Et pour moi, être en bonne santé, sportif de haut niveau, ça, oui et non, parce que automatiquement, comme tu cherches logiquement à pousser au paroxysme l'expression de tes capacités individuelles, automatiquement, tu vas des fois te heurter à cette fameuse limite, euh, qu'elle soit dans la temporalité, un continuum temporel assez long, ou même des fois sur un seul instant T, tu vois. Je prends l'exemple de fracture de fatigue, ouais, parce que le mec, tu vois, il a envie de pousser ses curseurs au max du max, au max du max, au max du max, il s'écoute pas trop, il se dit non, mais c'est normal d'avoir mal, parce qu'on nous a dit c'est normal d'avoir mal, mais et du coup, il arrive à une fracture de fatigue, par exemple. Je te prends ça en exemple hein, au hasard. Et après, tu vas avoir le mec qui se dit, vas-y, sur une action, je vais m'envoyer vraiment fort, 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 parce qu'il faut que je sois engagé à 120%. Forcément, tu augmentes les risques. Aujourd'hui, le sport de haut niveau, de par le fait qu'on aille au plus haut niveau d'expression de ce qu'on fait, tu augmentes les risques, tu vois, donc de blessures, etc. Et c'est pour ça que je dis, à mon sens, le plus important, c'est de se focaliser aussi, c'est pas le plus important, mais c'est pareil que le physique. Si le mec, mentalement, il est blindé, il sait qu'en gros, une blessure, ça fait partie du truc, mais pendant sa blessure, il va pouvoir bosser d'autres choses. Donc déjà, tu changes un petit peu ses croyances à dire, bon, en fait, quand je suis blessé, je peux rien faire, machin, etc. Bah déjà, sur cet aspect-là, en fait, tu peux développer des choses. Tu peux continuer de travailler. J'ai toujours le discours là avec les mecs quand ils sont blessés au début. Ah, ça fait chier. Oui, oui, je comprends que ça fait chier. Tu vois, dans l'empathie, tu te dis, OK, je capte ta douleur. De toute façon, je comprends, je l'ai vécu. Par contre, je suis en train de te dire qu'il n'y a pas qu'une seule issue. Tu vois, tu as plein de branches à ton arbre et va développer ça. Tu vois, une bêtise, je suis blessé, je ne peux pas courir, etc. Au handball, bah, tu peux quand même continuer à travailler ton geste. Tu peux quand même continuer à regarder de la vidéo. Tu peux quand même continuer d'analyser, regarder ce qui se passe un peu ailleurs. Tu peux travailler des trucs moteurs, etc. Si tu manquais de caisse, tu peux bosser du haut du corps. En fait, tu vois, le but, c'est, à mon sens, si on veut quelqu'un en bonne santé, faut pas tout réduire à l'aspect blessure. Faut ouvrir à l'aspect comment, en fait, tu vas travailler maintenant. Tu es amputé de ça, on le voit, nous, en prépa physique, des fois, il y a des mecs qui disent, ouais, je peux pas faire ça parce que machin. Ok, bon, bah, je te dis une connerie, le mec, il a une mobilité de cheville qui est catastrophique. Bon, bah, je vais bosser les squats, bah, c'est pas grave, je vais lui foutre des cales en dessous. C'est pas grave, on va le trouver, notre squat, tu vois. Bah, en fait, c'est pareil pour tout. Et je pense que si on veut garder les gens en bonne santé, on sait que le sport de haut niveau, de par l'expression de niveau de performance qui est de plus en plus élevé et la demande qui est de plus en plus forte, on a des risques de blessure. Si on veut quelqu'un en bonne santé, il faut que mentalement et dans sa tête, il soit vraiment prêt à le comprendre, l'accepter et se dire, bah, de toute façon, je vais développer d'autres choses, tu vois. C'est pas grave. Donc, on peut faire du mieux qu'on puisse sur la gestion de charge d'entraînement, les dynamiques de charge et tout. Dans tous les cas, il y en aura. Et tu as des mecs, des fois, ça va être des trucs qui sortiront de l'ordinaire. Et tu te dis, mais attends, ça n'existe jamais de se faire ça. Bah, si, ça arrive. Ça arrive. Et si le gars, il est équipé mentalement, pour moi, il est en bonne santé, tu vois. Mais forcément, l'activité à très haute intensité répétée dans le temps, surtout au hand,
tu fumes un petit peu ton corps, tu vois. Tous les mecs qui ont plus de 30 ans, ont fait tous une IRM des genoux. Bon, bah, les médecins, ils te regardent, ils disent, bah, heureusement qu'on m'avait dit que vous aviez 33 ans, parce que moi, sinon, c'est des genoux de personnes âgées, là. Je vous mets une prothèse demain, quoi, tu vois. Donc, en soi, on prépare très bien, mais comme dans tout sport de haut niveau, on use le matériel squelettique. C'est pour ça que je pars du principe que si tu veux être en bonne santé, t'intéresses pas que à l'aspect physique, tu vois. T'intéresses pas qu'à l'aspect physique, il faut s'intéresser à ce qui est limite le plus important, parce que des fois on dit c'est la tête qui fait avancer le corps. Intéressons-nous un petit peu plus à la tête. Et ça, c'est le domaine de la prépa mentale et tout ça. Moi, je suis pas du tout calé là-dedans. Non pas que ça m'intéresse pas, mais je pense que si chacun reste à sa place et c'est ce qu'il a à faire, on peut aider les sportifs, tu vois. Aujourd'hui, tu as des diététiciens, tu as des psychologues du sport, tu as des prépas mentaux, tu as des mecs qui sont très bons managers dans ça, tu as des mecs qui sont bons prépa physiques sur ça. En fait, les mecs, on comprend qu'en fait, on est des piliers pour les amener au plus haut. Ils seront en bonne santé, quel que soit là où c'est lésé. Quel que soit là où c'est lésé. Hmm. C'est marrant parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe. On parle des plus jeunes qui font peu de sport et le haut niveau, du coup, il y a une charge d'entraînement qui est assez élevée et du coup, qui a tendance presque à user un peu le corps. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un paradoxe, c'est que le juste milieu, il existe, hein, je pense, mais le nombre de personnes dedans, en tout cas sur ceux qui ont un parcours sportif, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, bah oui, oui. Après, j'ai tendance à dire que tu vois, sur la charge d'entraînement, si on reprend les jeunes sportifs, à choisir, je préfère être joueur professionnel que joueur du pôle, hein. Parce que les Mmh. journées, t'as 3 séances de muscu par semaine. À l'époque, au pôle, c'était ça, c'était 3 séances de muscu par semaine. T'as handball tous les soirs. Après, tu tapes tes déplacements le week-end. Tu reviens chez tes parents, tu juste pour une de nuit. Après, derrière, tu reviens le dimanche. Tu as toutes tes semaines de cours. Enfin, c'est quand même assez lourd. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi peut-être ce contre-coup-là des jeunes sportifs qui, justement, ont un rythme hyper cadencé avec du sport, du machin et tout. Et au final, au bout d'un moment, ils saturent, tu vois. Et quand tu arrives en fait chez les pros, tu n'as pas une soupape de décompression, mais tu te dis c'est bon, je suis arrivé. Il y en a certains qui ont des objectifs perso et tu vois, ils ont de l'ambition, donc ils continuent de bombarder. Mais il y a une façon aussi de se dire, en fait, si on a été capable de le faire à cet âge-là, tu vois, des semaines méga chargées et compagnie avec les cours, les entraînements, les déplacements et tout, avec les pros, tu vois, il y a possibilité de le faire. La charge est différente parce que tu vieillis, tu as de l'usure. Tu as aussi une pression qui est différente parce que tu es payé à la fin du mois, mais tu as un contrat qui s'arrête de temps à temps. Et au fur et à mesure, tu grandis, donc tu as une nana. Après, peut-être tu as des enfants, donc tu as d'autres problèmes, t'as d'autres soucis qui peuvent intervenir. Donc, je pense que c'est méga important, tu vois, de former ces jeunes à comprendre comment ils fonctionnent pour avoir de moins en moins de problèmes après, tu vois. Et comme tu dis, la charge d'entraînement, c'est un aspect. Et en fonction des croyances des uns et des autres, il y en a qui vont plutôt être OK sur de la grosse charge d'entraînement. Il y en a qui vont dire, bah non, non, faut calmer, il faut être bien. Bon, sinon, on va être mort pour le match, des trucs comme ça, tu vois. Et je pense que tu as un énorme paradigme de penser que on doit faire de cette manière-là, alors qu'en fait, c'est tellement, les réponses, elles sont tellement variables et grandes par rapport à tous les sportifs qu'on peut avoir et tous les milieux qu'on a qu'il faut réussir à au moins éduquer le sportif pour après être malléable dans n'importe quel contexte, tu vois. Bien sûr. Euh, Tu disais du coup que là, si on reprend juste la partie sport de haut niveau, qu'on a tendance alors, pour certains peut-être à s'user, ou du coup il y a des blessures mentalement, des fois ça peut être plus ou moins difficile. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place à notre échelle, enfin, du moins ceux qui travaillent avec des sportifs de haut niveau, pour essayer de tendre vers une performance, j'appelle ça un peu durable, mais en essayant de maintenir au mieux l'intégrité physique et mentale, malgré les exigences du haut niveau. Est-ce que tu penses qu'on peut, je vais dire, limiter la casse? Je sais pas si c'est la bonne expression, mais comme ça c'est compréhensible. Ouais, ouais, carrément. Bah, nous, notre job, il est quand même à 95% lié sur l'entraîneur principal, il est tous ses joueurs. Nous, c'est notre but. C'est pas que
C'est pas que j'aime pas discuter avec les mecs ou travailler avec les mecs, mais en soi, moi, je suis largement plus satisfait quand sur une séance, il y a tout le monde qui est sur le pont plutôt que quand on a deux, trois sur le côté, parce que c'est long, c'est chiant pour eux, tu perds du temps dans le développement de l'équipe. Euh, J'aurais tendance à te dire que le, le plus important, c'est l'écoute active, mais surtout pas tomber dans la compassion en mode un gars il te dit qu'il est fatigué, il a un peu mal là, plutôt aider à réaiguiller, tu vois. Euh, Classique, trois quarts du temps quand tu demandes à un mec ouais t'as ça, il dit ah j'ai mal. Ok, c'est quoi ton échelle de j'ai mal, tu vois. Essayer d'éduquer sur la douleur aussi, c'est méga important. Ah ouais, bon, sur une échelle de 1 à 10, je suis à 2. Ah ok, ça te gêne, mais c'est pas douloureux. Ok, bah vas-y, va chez le kiné, va chez le machin. Et en gros, comme je t'ai dit, c'est de la même manière que pour la partie un peu philosophique de chaque mec et de questionnement de sa pratique. Poser les questions, prendre les infos, les traiter, les remonter si besoin quand il y a vraiment mal-être au manager, à l'entraîneur principal ou adjoint, et essayer d'avoir un discours qui permet à un mec, parce que ça arrive que les mecs se fourvoient dans ce qu'ils perçoivent, parce qu'ils sont influencés par leurs émotions, ils sont influencés par leurs croyances, par tout ça, et du coup, si tu es que dans de la régulation, mais unidirectionnelle, tu vois, à dire maintenant il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, bah, je suis pas certain que on limite la casse. Au contraire, un mec qui se sent pas considéré et pas concerné, en règle générale, ça bug, tu vois. Si tu apprends à écouter, le gars, il se dit, OK, c'est bon, on peut échanger, il y a un échange. OK, après, tu échanges avec le kiné, tu vois. Enfin, se sentir entouré, je pense que c'est un des premiers facteurs qui montre que tu cherches à limiter la casse. Être dans l'écoute, mais de temps en temps aussi recorriger quand le discours il est pas positif ou en tout cas quand il n'est pas constructif, tu vois, sur des trucs, ah ouais, mais on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Non, en fait, toi, ton job, c'est de foutre tes chaussures et de t'entraîner. Nous, on régule. Par contre, toi, comment tu t'es senti sur ça, 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 tu vois. Moi, j'essaye de le faire, tu vois, au quotidien. Avant, je faisais que les RPE, tu vois, donc c'est bien de savoir la difficulté du truc. Mais c'est pendant des années, je me suis posé la question, mais en fait, ça veut dire quoi? Le mec, comment il perçoit son entraînement réellement? Donc, du coup, je me suis inspiré de Stéphane Morin. Je travaillais avec un stagiaire l'année dernière qui m'a aidé, tu vois, sur la gestion des data, etc. On a pris plusieurs items, un petit peu comme ce qui se fait sur Training Load Pro, tu vois. Je l'ai adapté à ma sauce avec mes moyens et tu essayes de regarder un peu charge perso, ce que ça donne, charge physique. Du coup, t'aiguilles. Et en fait, le but, c'est de dire, en gros, dès qu'il y a des signaux d'alerte, vas-y, en fait, on essaie d'aller creuser pour limiter cette casse, tu vois. Mais en soi, on limite, mais c'est impossible d'éviter. Faut accepter que bah il y a des choses. Bah, écoute, le gars il fait, je sais pas, une crise de foie ou un truc comme ça. Tu peux rien y faire, mais t'as essayé de mettre des choses en place pour que ça aille mieux. J'ai peur qu'on tombe vraiment dans ce truc de données, un peu comme au rugby, mais qui sont en train de revenir un peu en arrière en disant, bon, on régit tout par les datas, mais on sait toujours pas expliquer pourquoi un mec il se blesse. Non, notre but, c'est de limiter la casse. Le sport de haut niveau, c'est forcément amener des joueurs à pousser au bout du bout. Ils ne seront pas tout le temps au top de leur forme. Ça n'existe pas les pics de forme où c'est écrit sur ton calendrier Excel. À tel moment, ils vont être bons. Pour moi, j'y crois pas. C'est vraiment de l'enfumage. Et c'est plutôt, voilà, on essaye de poinçonner régulièrement, prendre des photos tous les jours de ce qui se passe, limiter quand il y a des facteurs qui sont risquants davantage, tu vois, et je pense que déjà, rien qu'en faisant ça, tu vois, c'est déjà chronophage, mais c'est une des bonnes manières de préserver l'intégrité physique, mentale d'un sportif, parce qu'il faut pas oublier qu'on fait de la perf. Donc, si tu veux que la perf globale soit bonne, il faut que chaque mec soit bien, tu vois. Je pense que c'est le plus important. Poinçonner régulièrement, plutôt que de se dire, bah, je vais juste faire un hooper, un RPE, on verra, je discute pas avec les mecs, ou alors je fais que discuter avec les mecs, mais j'ai pas de trace de ce qui s'est passé. C'est notre taf, tu vois, d'essayer d'avoir un peu tout ce qui s'est passé et apprendre de tout ça, tu vois. Ouais, mais c'est très chronophage, tu l'as mentionné, ça veut dire qu'il faut analyser chaque paramètre. Si tu as une appli MyCoach ou quoi, faut analyser chaque courbe, chaque machin.
pour chaque mec et de manière assez régulière, parce que si on le fait une fois tous les 6 mois, je pense que ça sert à rien. Donc, ça prend quand même beaucoup de temps. Ouais. Bah, après, c'est comme tout, tu sais, c'est des process que tu mets en place où tu te dis la finalité, je veux voir ça. Bon, bah, pour y arriver, il va falloir que je traite des données, mais pour récupérer les données, il va falloir que je crée des trucs. Après, il faut que j'arrive à automatiser mon truc Excel pour qu'après, derrière, je puisse le traiter sur Jasp. Après, tu vois, et après, en fait, ça devient une mécanique, c'est-à-dire qu'au début, ça te prend beaucoup de temps, mais c'est comme tout, au fur et à mesure, tu apprends, tu te dis, bon, ça sert à rien, ça, c'est utile, ça, c'est pertinent, je le garde. Qu'est-ce que je fais derrière? Est-ce que je le développe un peu plus? Moi, je sais que là, les mecs qui sont en train de câbler parce que je leur demande des questionnaires, ça paraît pas énorme. En soi, c'est 15 questions sur un entraînement de hand, 18 sur un match et 4 sur de la prépa physique, plus les RPE et des questionnaires le matin. Tu vois, et en soi, oui, c'est chronophage, mais je considère que si tu prends toutes ces infos, tu limites ce degré d'incertitude qui est de débarquer à une séance, pas savoir ce que tes mecs ils sont, font et ont fait, et de te dire, bon, bah, de toute façon, on verra, au pire, ça passe pas. J'aime pas du coup ne pas savoir le pourquoi ça a fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ça se trouve, on ne pourra pas l'expliquer, mais c'est de se donner un maximum de chances de ne pas faire d'erreur. On en fera toujours et il y en aura toujours, et encore heureux, parce que sinon, il faudra déposer un brevet sur une méthode de travail magique, mais ça n'existe pas. Et par contre, c'est se dire, bah, au moins, je sais que ces trucs-là, c'est les choses auxquelles je crois, j'ai mes certitudes, j'ai mes convictions. Je suis amené à évoluer par rapport à ce que j'ai en face de moi et ce qui est échangé au cours d'une journée, d'un entraînement, etc. Mais par contre, la trame de fond, c'est je m'inquiète sur toutes les capacités qu'on comporte un athlète, tu vois. Donc, c'est chronophage, mais après, moi, j'apprends 1000 fois plus comme ça que des fois des échanges un peu informels où au final, tu n'as pas noté. Du coup, tu te gardes dans un coin de ta tête, c'est cool, mais. Et puis, chacun parle d'une manière différente. Là, un questionnaire, l'avantage, c'est que tu définis tout au départ, tout le monde a la même sensation, enfin, en tout cas la même échelle, plus ou moins, et après, tu poinçonnes au quotidien. Tu vois des variations, courte tendance, tendance un peu plus longue. Ah, ok, bah lui, ça va peut-être pas trop, lui, c'est pas machin. Lui, il est bien, on peut continuer à bombarder, tu vois. Moi, je trouve que j'ai gagné en efficacité en perdant du temps au début, tu vois, plutôt que d'essayer d'imaginer, je suis pas dans la tête des gars, je suis pas dans leur corps, ils connaissent mieux que nous. Et comme tu vois, disait Stéphane Morin, la meilleure façon de savoir comment s'est passé ton entraînement, c'est de demander aux mecs, en fait, sur des aspects importants et tu apprendras de eux, tu vois. C'est ça qui va te donner tes. Je ne vais pas dire qu'on fait plus rien parce que tu as le travail d'analyse, mais on a moins à se creuser la tête sur des choses qui sont ineffables et potentiellement que de la supposition. Et tu inclus l'athlète dans son process d'entraînement parce que tu lui demandes son avis aussi. C'est pas lui qui prend la décision finale, mais tu lui demandes son avis et elle impacte automatiquement la décision que tu vas prendre. Tu vois. J'imagine que les questionnaires quotidiens, tu les regardes quotidiennement. Tout ce qui est tendance, si tu as des courbes, des trucs statistiques, je sais pas trop exactement comment tu fonctionnes, à quelle fréquence tu regardes ça de manière individuelle pour chaque joueur? Euh, Au tout début, je faisais de manière très, très individuelle et en fait, j'avais tendance à pas avoir le prisme, euh, le prisme collectif parce que, tu vois, je t'ai dit, je pense que si tu veux qu'un sportif il soit performant pour une équipe, parce que c'est ça l'objectif final, hein, c'est que l'équipe soit performante, hein. Ça arrivera à tout le monde d'avoir des niveaux de perf technico-tactiques un petit peu plus haut à certains moments, un petit peu plus bas à certains moments. Ce qu'il faut, c'est maintenir près le mec au max du max, tu vois. Donc, du coup, au début, je regardais vachement individuellement. Je perdais un temps de mammouth. Et après, derrière, j'ai dit, vas-y, je vais regarder des trucs plus collectifs, soit par poste, soit par globalité d'entraînement. Et si je vois des erreurs et des inepties ou en tout cas des trucs très significatifs en termes de différence, là, je vais regarder au plus près, tu vois. Et après, derrière, je lance un échange avec le mec. Moi, je m'en sers comme outil de com et comme outil de, OK, on veut aller vers ça à l'entraînement. On va mettre ça en place.
Moi, je fais mon tableau en disant, OK, bah, aujourd'hui, on a fait une partie un peu sectorisée, une partie tout-terrain, mais c'était réduit. Après, on a fait du tout-terrain, après, on a fait machin. Et j'essaye de relier les trucs en me disant, OK, bah, nous, on voulait ça. On pense que ça va amener à tel impact. Qu'est-ce qui est dans les faits? Oui, non. Après, tu discutes. Les trois quarts du temps, c'est souvent, tu sais, je te dis une bêtise, mais tu dois l'avoir aussi à Nîmes. Ouais, bah, les ailiers, ils te disent aujourd'hui, bon, bah, c'était tranquille. Mais toi, tu as envie que tout le monde ait la même charge parce qu'en soi, tout le monde va jouer le même match le vendredi ou le samedi ou le dimanche, tu vois. Donc, comment Mhm. tu fais? Bah, tu te dis, bon, bah, moi, j'avais réfléchi, je m'étais dit, bon, bah, les gars, en gros, les attentes, on les affiche à l'entraînement. Les attentes, c'est ça sur ces aspects physiques. Si vous n'avez pas assez, vous venez me voir, on fait du truc en plus. Donc, je prépare toutes mes petites batteries et compagnie de trucs en plus. Ceux qui ont plus de ça, on paye beaucoup de ballons. Je suis pas entraîneur de handball, mais tu vois, faire une situation intégrée, c'est pas non plus la mort. Et en gros, tu vois, tu fais du micro-dosing en plus. Et du coup, au début, tu te dis que c'est chronophage de dingue de gérer tout individuellement. Après, je me suis dit, je vais le faire de manière collective. Je me suis dit, ah, c'est plutôt pertinent parce qu'après, je peux aller chercher et moins emmerder des mecs juste pour lui dire, ah, t'es sûr que t'as mis 7 sur 10 pas un truc. Ouais, ouais, je suis sûr. Ah, ok, d'accord. Machin. Après, au final, tu vois, ça s'affine. Et une fois que tu as cette vision globale, après, c'est dans l'entraînement direct. C'est à savoir, ok, bah, à la fin, les gars, il y a 10-15 minutes. Ceux qui n'ont pas eu assez, Thibaut, il est à dispo. Les entraîneurs, ils sont à dispo si vous voulez faire du travail indiv. Et en fait, ça responsabilise les mecs. C'est-à-dire que, tu vois, les données, c'est pas juste un jeu de données qu'on regarde entre entraîneurs en se disant, oh, ouais, c'est cool, on a nos données, hop. Non, en fait, on s'en est servi pour que les mecs se responsabilisent, comprennent aussi que bah, quand tu vas être prêt pour un match, faut que ton match soit plus facile que ton entraînement. Ça paraît con à dire, mais tu vois, depuis qu'on a mis ça en place, j'ai des RPE qui sont inférieurs aux RPE d'entraînement avec des fois des impacts qui sont supérieurs à l'entraînement plutôt qu'en match, tu vois. Donc je me dis, c'est bon, je sais que c'est tout bénef, et les mecs sont dans l'acceptation du truc, ils se disent pas, ouais, je suis plus fatigué, alors que pourtant, après, ils vont me dire, ouais, le match était dur. Mais gars, tu m'as dit, tu me mets que le match, il est dur. Voilà, cette semaine, en entraînement, tu m'as mis un 8 sur impact cardiaque, etc. Et en fait, tu crées, tu vois, une relation avec les joueurs, et après, ça devient même plus chronophage, ça devient un truc un peu automatique. Ce qui est chronophage, c'est d'attendre que tout le monde te réponde à vos questions, tu vois. Après, une fois que tu lances ta batterie de trucs, tu regardes, tu connais tes mecs et tu sais, en gros, si lui, il n'a pas fait assez, vas-y, je vais discuter avec lui demain, je vais lui dire, lui, il a fait trop, vas-y, on réduit un peu. Des fois, tu leur dis même pas, tu vois, ça se fait naturellement. Avec les entraîneurs, tu dis, bah, peut-être que lui, on va réguler parce que Manu, qu'il avait un peu plus mal, j'aime pas trop voir qu'en gros, tu vois, c'est en train de monter progressivement. Je préférerais que ça soit en descendant. Et en fait, ça ne devient pas chronophage parce que l'outil, tu te l'as approprié. Mais au final, ça devient méga pertinent parce que tu gagnes du temps de dingue, à savoir, tu n'es pas obligé d'aller voir chaque mec. Tu as eu assez d'impact, tu as eu assez d'impact, tu as eu assez de. Non. En fait, ils viennent naturellement. Et c'est là aussi, c'est des moments, le microdosing, c'est des moments où tu as beaucoup plus d'échanges avec les mecs. Où, je sais pas, il y en a un, il va vider son sac. Parce que dans une séance, il n'y a personne qui va te dire, ah, je me suis embrouillé avec ma nana, putain, j'en ai ras le cul, machin, machin. Ou il y en a un qui va te dire, oh les gars, mais ils n'ont pas dormi. Tu vois, en fait, c'est des moments aussi qui te permettent de créer de l'échange, du lien dans un objectif de perf. Donc, si au départ quelque chose est chronophage, mais que tu es intimement persuadé que ça va te donner du positif après, je pense qu'il faut le perdre ce temps. Enfin, perdre pour en gagner derrière. Donc, au final, c'est Mhm. bénéfique. Ok, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments que tu aimerais mettre en avant par rapport aux thématiques qu'on a pu aborder? Bah, je crois que déjà, je parle beaucoup en plus. Donc, franchement, je pense qu'on a balayé déjà bah, tout ce qu'on s'était dit qu'on allait aborder. Je ne sais pas si tu as d'autres idées par rapport à tout ce qui sort, parce que en soi, on a balayé quand même assez large, hein. Mais Ah ouais, on a parlé de pas mal de choses. Ouais. Non, bah, non, je trouve que c'était intéressant là de parler de. Moi, c'est un truc qui me parle, là, la jeune génération et essayer à notre échelle d'impacter positivement le truc. Et puis faire le petit paradoxe avec le haut niveau, la santé, performance, c'était voilà, c'était on va dire les deux thématiques que je voulais aborder. Donc ta vision était intéressante, donc c'était cool. merci beaucoup. C'était cool d'échanger là-dessus. C'est pas tous les jours qu'on peut avoir des échanges avec d'autres PP, donc
c'est bien cool de pouvoir parler de ces choses-là qui nous tiennent un peu et beaucoup à cœur même. Donc, merci beaucoup encore pour ton invitation, c'était cool. Ça marche, je te laisse un petit mot de la fin, si tu veux rajouter un petit dernier mot, un petit dernier conseil ou faire passer un petit message aux auditeurs qui sont sur la fin du podcast. Le mot de la fin, je vais pas la jouer avec la Moulox, mais non, peu importe en gros où tu travailles, avec quelles conditions financières, humaines, etc. Je pense que à partir du moment où on fait de notre mieux, ça laissera une bonne image à n'importe qui et c'est ça le plus important parce qu'à la base, on traite de l'humain, tu vois. On a de la chance que l'IA arrive pas trop dans notre métier, donc gardons qui nous laisse être humain. Ça marche. C'est un bon petit mot de la fin. Écoute Thibaut, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Et puis, hâte d'entendre tous mes bégaiements. Ouais, je vais essayer de sortir assez rapidement. Ça Bon, roule. encore merci. Et puis pour tous les auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.